Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors pour aujourd'hui, on va continuer avec la correction de notre épreuve de physique 1 Polytechnique 2023. Et pour aujourd'hui, on a notamment s'attarder sur l'exercice 2, portant en fait sur la notion de force et des champs électriques. Alors j'ai eu en fait un petit souci avec mon micro, donc en fait la connexion entre mon micro et mon ordinateur, raison pour laquelle je n'ai pas pu faire la vidéo comme d'habitude. Donc on va essayer aujourd'hui quelque chose de différent. Donc, prenez la peine, en fait, en quelques secondes, de me dire ce que vous en pensez. Si vous préférez ça à l'ancienne méthode, on va tout simplement adopter celle-ci. Alors, sans tarder, parlons des exercices d'aujourd'hui. C'est en fait un exercice sur 7 points et subdivisé, en fait, en deux parties. La première partie va nous permettre, en fait, de voir comment est-ce que tu trouves, par exemple, la force résultante, comment est-ce que tu trouves le champ résultant. La seconde partie nous permettra, en fait, d'étudier une charge qui se déplace dans un condensateur. Alors, sans plus tarder, on va déjà commencer. Alors, notre exercice à partie 1, on dit que charge au sommet d'un carré. Donc, voici notre carré. On dit, on place respectivement au sommet A, B, C et D d'un carré de côté A égale à 10 cm des charges électriques Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc, je place respectivement au sommet de ce carré-ci. Ça veut dire qu'à la position A, j'ai la première charge, à la position B, j'ai la deuxième charge, et ainsi de suite. Donc, première des choses, remarquez en fait que les charges, c'est tous en fait 10 nanocoulombs, mais ce qui va différencier, c'est par exemple les signes de, et si on a moins, et si on a moins, et si on a plus, plus. Donc, en A, j'ai tout simplement une charge négative, donc les jaunes pour les charges négatives, et en D et en B, j'ai des charges positives, dans les rouges. Dans les charges, en fait, c'est la même charge partout. Donc, pour se faciliter la tâche, la première des choses, ça serait déjà de remarquer que la norme de la première charge, ça serait la norme de la seconde, ça serait la norme de la troisième, ça serait la norme de la quatrième, et on va tous appeler ça 1, Q. Et bien sûr, notre Q est égal à 10 nanocoulombs. Très bien. Maintenant, pour la première question, je veux représenter les forces électriques qui agissent sur la charge Q1, donc sur notre charge A, ainsi que la force résultante. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais en fait de la notion de force et champ électrique. On m'a dit qu'il y a création en fait d'une force lorsque j'ai déjà deux charges. Maintenant, si ces charges en fait sont de même signe, on aura des forces de repulsion. Ce sont des signes congrès, on aura en fait des forces d'attraction. Ça veut dire que comme je vais les forces créées en A, il y a trois charges. Donc, il y aura exactement en fait trois forces qui vont être créées en A. Celle créée par cette charge, c'est celle-ci et celle-ci. Maintenant, la première chose, avant de commencer à représenter, ayez toujours une idée en fait de la norme. Parce que la norme pour un vecteur, c'est un peu ça dit, c'est en fait la distance de ce vecteur. Ce qui fait que si tu connais déjà, je sais qu'il y aura trois charges. Commençons par la force, il y aura trois forces. Commençons par la force que B va exercer sur A. Donc, si je veux la force que P exerce sur A, c'est quoi? C'est K. Donc, QA, QB, comme c'est la même chose, on va tout simplement mettre notre Q. La distance qui les sépare, c'est quoi? C'est cette distance-ci. Donc, c'est tout simplement A au carré. Bien, à part ça, qu'est-ce qui est encore important de connaître la force maintenant que c'est D va exercer sur A? C'est la même chose, donc ça serait Q au carré, la distance qui se passe aussi A. Maintenant, si nous prenons ce monsieur, alors la distance qui va les séparer, ça sera quelle distance? Ça sera tout simplement cette distance-ci. Donc, ça ne sera pas A, ça sera tout simplement l'hypoténuse. Si on est dans ce rectangle isocèle, on va tout simplement dire que l'hypoténuse, c'est quoi? Ça sera ce côté plus ce côté, ce qui est A. Donc, j'aurai A carré plus A carré. Donc, appliquer Pythagore, l'hypoténuse au carré est la somme des deux autres côtés au carré. Donc, cette distance au carré, c'est 2A carré. Donc, je peux dire encore que c'est racine des 2A. Ce qui fait que si je dis la force créée par C, ça serait la distance qui les sépare au carré. Donc, remarquez en fait juste cette petite différence-ci, ce 2-ci. Ça fait quoi? Ça fait tout simplement dire que si je prends en fait un vecteur de 2 cm pour représenter ces deux messieurs. Pour représenter ce dernier monsieur, mon vecteur va mesurer maintenant 1 cm. Bien, c'est dire quoi? Prenons la force C, je veux la représenter.
Cette charge est négative, elle est positive. Lorsque deux charges sont de signes concrets, il y a quoi? Il y a force d'attraction. Donc, voici la force que B va exercer sur A. La force que B va exercer sur A, ça sera une force pour tirer A vers L. Maintenant, de même, si je veux la force que D, ça serait également j'ai pris en fait 1 cm, donc ça serait également 1 cm. La force que D va exercer sur A pour but d'étirer l'objet parce qu'ils sont des signes concrets. Maintenant, regardons C. Il est jaune, ils sont en fait des mêmes signes, donc ça serait plutôt une force de repulsion. Donc la force créée par C, non seulement c'est une force de repulsion, mais c'est la moitié du vecteur C. Donc c'est la moitié en fait de la distance. Ce qui fait que si j'ai pris 1 cm, là je vais prendre demi. Donc une distance, un vecteur plus court. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande la force en A. Donc la résultante, c'est quoi? Celle que va créer B, bien sûr, celle que va créer D également, et celle que va créer C. Très bien. Maintenant, prenons d'abord ces deux messieurs parce que comme vous voyez, ils sont perpendiculaires. Ce qui fait que l'angle entre les deux, c'est 90. Donc, si je les prends et que j'appelle ça F1, ça veut dire que ceci sera égal à quoi? F1 plus F que C crée. Or, F1, c'est quoi? Pour représenter deux vecteurs, je place tout simplement ceci comme ça, je le descends, je fais qu'il a la même distance que celui-ci et comme ceci. Donc, pour représenter notre F1, il sera en fait sur la diagonale. Donc, voici F1. Très bien. Maintenant que j'ai F1, je fais maintenant F1, FC. Donc, remarquez que F1 et FC sont comme ils ont la même direction, mais ils sont des sens concrets. Lorsque j'ai la somme des deux vecteurs de même direction, mais des sens concrets, le vecteur résultant aura en fait la même direction que les deux vecteurs, mais le sens du plus grand. Et la norme, ça sera en fait la norme du plus grand moins celle du plus petit. Donc, ça serait cette distance moins ceci. Donc, si on veut représenter en fait le vecteur résultant, le f de A, ça serait dirigé comme ça et la plus grande moins le petit c. Donc, je peux représenter ça en fait comme ceci. On va dire que voici notre f de A. Maintenant, la seconde question, on me demande de déterminer les caractéristiques de la résultante. Donc, je vais tout simplement encore quoi? Je vais encore les caractéristiques de la résultante, c'est la force f de A. Très bien. Lorsqu'on vous parle des caractéristiques d'un vecteur, c'est-à-dire quoi? Son point d'application, sa direction, son sens et sa norme. Or, f de A, c'est où? F de A est tout simplement appliqué au point A, bien sûr. Donc, le point d'application, c'est A. Direction, la direction, c'est une droite horizontale, verticale, oblique. Donc, ici, on va tout simplement dire que la direction, ça sera encore la droite AC. Maintenant, le sens, il se déplace comment? Il se déplace de A vers C. Donc, c'est en fait le sens de ces flèches-là. Donc, je vais dire que du point A vers le point C. Très bien. Maintenant, la norme. Lorsqu'il veut la norme, c'est dit quoi? On a dit que ce vecteur, c'est celui-ci, plus ceci, plus ceci, plus... En fait, c'est F1 plus ceci. Donc, je vais d'abord trouver en fait notre F1. Or, si vous remarquez, qu'est-ce que je sais? Je sais que mon F1, le vecteur F1, ça serait égal au vecteur CC, en fait, la force créée par B en A et la force créée par D en A. Comme elles sont en fait perpendiculaires, donc comme elles sont perpendiculaires, pour aller rapidement, c'est comprendre que ceci, ça serait tout simplement en fait quoi? Racine. Donc, racine carrée de la première force plus la deuxième force, ou le tout chacune au carré. Or, comme la force, si on peut remarquer que la force est égale à ceci, ça veut dire que aller rapidement, ça serait remarquer que ceci, ça serait tout simplement racine de 2 F que B exerce sur A. Mais pour comprendre mieux ça, c'est dit quoi? C'est tout simplement dire que lorsque je dis ça, je vais élever donc ce monsieur au carré et j'élève celui-ci au carré. Ce qui fait que F1 au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à la première force. J'ai un A moins B, le tout au carré, plus 2AB. On applique juste d'abord nos propriétés mathématiques. Donc, plus notre dernier monsieur au carré. Très bien. Ce qui fait que ce monsieur, regardez que ceci égale à ceci.
Donc, si je fais ça, puis ça, je peux remplacer par 2FB au carré. Maintenant, ça, c'est quoi? C'est le produit scalaire. Or, produit scalaire, c'est quoi? C'est tout simplement le premier vecteur multiplié par le second vecteur multiplié par le cosinus des l'angle entre les deux vecteurs. Or, quel est l'angle entre ce vecteur-ci et ce vecteur-ci? C'est évident, c'est 82, 10 degrés. Donc, c'est encore cosinus de pi sur 2. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais tout simplement que cosinus de pi sur 2, c'est quoi? C'est 0. Donc, mon f de 1 au carré, c'est encore 12, c'est ici en fait. Racine des deux. C'est-à-dire tout simplement en fait que lorsque tu as deux vecteurs perpendiculaires, si j'ai par exemple U qui est égal à 1 V plus W et que ces deux messieurs sont perpendiculaires, ça veut dire en fait que la norme de ceci, ça sert racine du premier au carré plus au second au carré. Parce que ça sera en fait ceci plus ceci, vu que ceci va de 0 perpendiculaire, angle toujours pi sur 2. Très bien, maintenant qu'on a f de 1, donc première formation, on va garder ce monsieur. J'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin maintenant de faire la somme de ces deux-ci. Ok. Autre propriété mathématique, lorsque j'ai la somme de deux vecteurs qui ont la même direction, s'ils vont dans le même sens, j'additionne les normes. S'ils sont des sens concrets, je fais la norme du plus grand ou la norme du plus petit. Donc, ça serait dire rapidement que si tu comprends bien cette propriété, lorsque tu arrives ici, comme f de A, c'est F1 plus f de C, et que ces deux messieurs ont la même direction, mais des sens concrets, tu peux tout simplement remarquer que f de A, ça serait le plus grand moins le plus petit. Donc, à la fin, c'est en fait ça. Mais pour mieux expliquer, c'est dire quoi? C'est dire, prenons par exemple que je veux mon f de A que j'ai montré que c'est égal à 1 plus ceci. Ce qui fait que si je lève ceci au carré et ceci au carré, ça va me faire un f de A au carré sera égal à règle mathématique plus le dernier membre au carré. Bien, ce qui fait que ces deux messieurs en fait sont différents. Donc, on va conserver la forme. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est quoi? C'est f de 1, f, règle mathématique, cosinus et l'angle entre les deux messieurs. Or, si je veux le cos, quel est l'angle entre ces deux vecteurs? Regardez, f de 1 part comme ça. Voici mon f de 1. Donc, voici notre f de 1 qu'on a replanté en blanc. Et voici notre f de c. Ce qui fait, on se déplace comme ceci. Donc, c'est encore pi, 90 degrés. Donc, ici, l'angle, c'est cosinus de pi. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais tout simplement que le cosinus de pi, c'est encore égal à moins 1. Donc, ici, on va donc dire que je complète avec le dernier membre. Donc, ce qui fait que ici, j'aurai f1 au carré moins 2 f1 f de ca plus f de ca au carré. A moins 2ab plus b carré est égal à a moins bo, le tout au carré. Donc, ceci revient à dire tout simplement que notre f de a au carré, c'est donc quoi? F1 moins F ceci là au carré. Or, 1 valeur absolue A au carré égale à B carré, ça veut tout simplement dire que valeur absolue, donc ceci doit être positif, ça égale à la valeur absolue de ceci. Or, je sais en fait que F1 est plus grand. Donc, si on passe au principe que vous ne savez pas, on concept F1 est plus grand. Donc, ici, on va tout simplement faire dire que notre résultante, c'est tout simplement ceci. Maintenant, sachant que notre F1, c'est quoi? On a montré que notre F1, c'était racine de 2, F de C sur F de BA, et on sait également que FCA. Donc, si on remplace ça, on a vu que c'était ceci au carré sur 2A carré. Et l'autre, c'est tout simplement dire quoi? C'est tout simplement dire que F de B sur A, c'est Q au carré sur A carré. Donc, ça va tout simplement faire quoi? Ça va tout simplement faire que notre force F de A, ça sera le plus grand. Donc, le plus grand, c'est qui? C'est ceci. Donc, racine de 2, voilà, sur A carré moins
Donc, ça, c'est 1/2. Donc, si je veux, en fait, la formule, c'est racine de 2 moins 1/2 k q carré sur a carré. C'est en fait tout simplement notre formule. Maintenant, passons à la troisième question de notre exercice. On nous dit ceci, on considère le point K, milieu du segment AB. Donc, voici le segment AB, donc voici notre point K. Maintenant, je veux déterminer les caractéristiques du champ électrique en K. Très bien, pour 2 points. Alors, je vais les caractéristiques du champ en K. Première des choses, rappelez-vous qu'on a dit en fait que le champ créé en un point ne dépend pas en fait de la charge en ce point. En d'autres termes, ça veut dire que pour créer en fait un champ en K, je n'ai pas en fait besoin qu'il y ait des charges au point K. Maintenant, comme j'ai 4 charges, ça veut dire qu'il y aura en fait 4 champs créés au point K. Maintenant, c'est dit quoi? Comme tout à l'heure, on va d'abord essayer de représenter pour mieux comprendre. Et pour représenter, on a dit que commencer par essayer d'avoir une idée en fait de la norme. Donc, si je cherche le champ créé par A, on va dire que le champ créé par A, c'est quoi? Ça dépend de la charge en A. Or, cette charge, c'est encore Q. Donc, c'est K, Q sur la distance qui sépare. Or, la distance K, milieu de AB. Or, AB, c'est A. Ça veut dire que la distance qui va les séparer, ça serait A sur 2. Donc, je vais dire A sur 2, le tout au carré. De même, si je veux le champ créé en B, c'est la même chose. Comme c'est sur la même charge, on va donc dire que ça, c'est Q, la distance qui sépare au carré. Bien, dans le champ créé par C et par D, ça sont en fait cette distance-ci. Or, ceci, c'est encore quoi? Comment c'est? Ça, c'est un triangle rectangle. Cette distance, c'est A sur 2. Celle-ci, c'est A. Ça veut dire que si je veux l'hypoténuse, ça sera ce monsieur au carré, propriété de Pythagore, plus celui-ci au carré. Donc, on aura A au carré sur 4 plus, on peut dire 4A carré, le tout sur 4. Donc, ça, c'est encore 5 sur 4A carré. Donc, dans cette distance, ça sera tout simplement racine de 5 sur 2A. Donc, si je veux le champ créé en C, c'est la même chose parce que ça, c'est aussi la même distance. A sur 2A. Dans la distance, c'est encore le champ créé en D. Ça sera donc quoi? K, Q, on va dire que A sur 2, et on va mettre le 5 ici devant. Donc, ça, c'est au carré pour ceci, et je mets le 5 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, par exemple, 5 cm pour représenter ces champs, 5 pour celui-ci, il va prendre 1/5 de 5. Donc, il va prendre tout simplement 1 cm. Donc, c'est dit quoi? Allons-y, commençons par le champ. On a dit maintenant, à part ça, je sais en fait que le champ dépend du signe de la charge. Ça veut dire qu'on a dit que lorsque la charge est positive, le champ est centrifuge, donc il s'éloigne. Lorsque c'est négatif, le champ est centripète. C'est dit quoi? C'est dit, prenons par exemple la charge A, elle est négative. Ça veut dire que le champ est comment? Centripète, donc il se dirige vers la charge. Comme c'est créé ici, ça veut dire que le champ créé par A va se diriger comme ça. Donc, si je prends 1 cm, je vais dire que voici le champ créé par A. Maintenant, si je regarde B, B est comment? B est tout simplement positif. Ça veut dire en fait que le champ que va créer B est un champ centrifuge. Il va donc s'éloigner de la charge B. Donc, comme c'est également 1, parce que on sait que le champ en A et le champ en B, c'est la même chose. Ça veut dire que je dois également, il est centrifuge, il s'éloigne. Donc, ça doit c'est exactement le même vecteur que le vecteur du champ A. Donc, ça, c'est le champ de B. Maintenant, à part ça, le champ créé par ceci, la charge, c'est comment? Elle est négative. Ça veut dire que son champ est comment? Son champ sera tout simplement centripète. Il va se diriger vers la charge. Maintenant, comme c'est 1/5, donc ça sera en fait un tout petit vecteur. Quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est le champ créé par C. Maintenant, le champ créé par D, il est positif. Donc son champ va s'éloigner de lui. Ça veut dire que ça sera également un tout petit vecteur, la même distance que le vecteur pour le champ en C. Donc, je vais appeler ça E. Maintenant, comme ce qui nous intéresse, c'est la résultante. Ça veut dire que le champ en K, ça serait quoi? Ça serait tout simplement le champ créé par A, plus le champ créé par B, plus le champ créé par C, plus le champ créé par
D. Donc, ce qu'on va tout simplement faire, c'est additionner les champs, en fait, qui sont plus faciles à additionner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, le champ A et le champ B, ils sont dans la même direction, ils ont le même sens. Vous savez que si je veux, en fait, si j'appelle, par exemple, E1, la somme du champ créé en A plus celui créé en B, ça va tout simplement me donner un champ plus grand dans la même direction. Donc, si elle veut représenter ces champs, ça serait représenté, si ça c'est 1, l'autre c'est également 1, ça veut dire que le vecteur final, ça serait tout simplement 2 fois. Donc, le champ, en fait, ça, si on appelle ça E1, c'est tout simplement notre vecteur E1, donc c'est plus grand. Je fais la somme des deux vecteurs. Maintenant, si je regarde plutôt maintenant, appelons E2 le champ créé par C et par D. Très bien. Le champ créé par C et par D. Pour la représentation, ça serait dire quoi? Ils sont en fait la même distance. Donc, ça va donner un vecteur en fait qui va se diriger dans ce sens-ci. Donc, si je veux ce champ, je vais tout simplement remarquer que ce champ, ça serait quelque chose comme ceci. Donc, ça serait comme ça. On va s'occuper des normes plus tard. Ce qui fait que si je veux le champ résultant, ce qu'on a à la fin, c'est E1. Ça, c'est E2. J'ai E1. Donc, voici mon E1 comme ça et voici mon E2. Donc, comme c'est à la même direction, ça veut dire qu'au final, j'ai fait le plus grand vecteur moins le plus petit vecteur. Ce qui fait en fait que notre champ résultant, la somme de tous les champs, ça sera en fait un champ comme ça, un peu plus grand que E1 et E2 et dans la même direction, mais plus petit que, pardon, un peu plus grand que EA et EB, mais un peu plus petit que E1 parce qu'il faudra retirer la petite distance de E2. Donc, voici en fait le champ créé par K. Ok, maintenant, en ce qui concerne la norme, donc le champ E1 et E2 partent dans la même direction. Donc, si je vois en fait le vecteur E1, donc ceci faut constituer le vecteur qu'on appelait E1. Et on retient de prime abord que en fait, la norme de E1, ça sera en fait E, le champ en A, plus le champ A créé par B. Ce qui fait que ça serait tout simplement 2 fois cette expression-ci. Donc, 2 fois cette expression. Donc, si je vais arranger, ça va me faire quelque chose comme 8KQ sur A au carré. Donc, on va garder ceci, ça va nous servir plus tard. Maintenant, on va s'occuper maintenant de ce monsieur-ci. Donc, pour s'occuper de ce monsieur, j'ai besoin des langues entre ces deux vecteurs. Donc, j'aurai en fait besoin de l'angle-ci. L'angle entre ces deux vecteurs. Or, pour avoir l'angle entre ces deux vecteurs, je vais d'abord trouver l'angle en fait ci. Or, si je veux cet angle-ci, si je l'appelle alpha, je vais dire que c'est le même angle qui est ici. Pourquoi? Regardez par exemple que si j'ai alpha ici, cet angle, c'est encore dit quoi? Si j'ai alpha ici, cet angle, c'est encore quoi? Si j'appelle par exemple cet angle bêta, l'angle qui est ici, c'est également alpha. Parce que alpha, c'est pi. En fait, pi sur 2 moins bêta. L'angle également, c'est pi sur 2 moins bêta. Comme je suis ici dans un triangle isocèle, ça serait également alpha. Ce qui fait que les angles alternent. Donc, j'ai la droite ici, les voici ici. Ce vecteur, en fait, c'est droite, les voici. Ce qui fait que l'angle-ci aussi, ça serait, donc l'angle-ci, en fait, ça serait aussi alpha. L'angle-ci, c'est alpha. Donc, l'angle entre les deux vecteurs, donc l'angle entre ceci et ceci, c'est tout simplement 2 fois alpha. Or, si c'est 2 fois alpha, remarquez que ce que je veux, c'est son cosinus. Parce que lorsqu'on va vouloir calculer E2, ça serait dire quoi? Ça serait tout simplement dire que E, donc voici le vecteur E2. Donc, ça, c'est E2 que je veux. Donc, ça veut dire que E2 au carré, ça serait égal à ceci au carré. Donc, ça serait égal à EC au carré, plus 2 fois le vecteur EC, le vecteur ED et cosinus de l'angle entre les deux, comme c'est donc 2 alpha plus le vecteur ED au carré. Ce qui fait que je m'occupe d'abord des cosinus de alpha, comme c'est cosinus de 2 alpha. Alors, si je veux le cosinus de alpha, c'est alpha, c'est dit quoi? Nous sommes dans un triangle rectangle. Le cosinus de alpha, c'est cos de alpha qu'on remet d'abord cos alpha. Cos alpha, ça serait quoi? Ça serait tout simplement côté adjacent, donc le côté AB sur 2, AB sur 2, pardon, A sur 2, sur hypoténuse, qu'on a montré que c'est racine de 5 sur 2A.
Donc, si je simplifie, j'obtiens 1 sur racine de 5. Donc, voici cosinus de alpha. Ce qui fait que donc que si je sais que cosinus de alpha, c'est 1 sur racine de 5, qu'est-ce que je sais? Je sais que cosinus de 2 alpha dans les propriétés trigo, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 cosinus carré de alpha moins 1. Donc, ici, ça serait 2 ceci au carré, donc 1 sur 5 moins, on va dire, 5 sur 5. En d'autres termes, notre cosinus de 2 alpha, ça serait moins 3 sur 5. Donc, si je veux E2, je vais tout simplement remarquer que E2, c'est quoi? Ça serait égal à, on sait que ceci égale à ceci, c'est la même distance. Donc, je peux dire 2EC, maintenant au carré, bien sûr, moins 2C fois le 3, donc ça va faire moins 6 cinquièmes de EC au carré, donc ça va tout simplement nous faire 5 sur 5, donc 4 cinquièmes de EC au carré. Donc, si je veux E2, je vais tout simplement remarquer que mon E2, ça serait égal à 2 sur racine de 5 EC. Donc, voici encore notre E2. Très bien. Je sais que ce que je cherche, c'est-à-dire E en K, c'est donc égal à E1 plus notre E2. Or, E1, E2, comme on a montré à l'aide de la figure, avec la même direction, mais les sens concrets, et ED était plus petit que E1. Ce qui fait que, comme on a expliqué tout à l'heure, lorsque j'ai tout simplement cette somme, ça veut dire que mon EK, ça sera en fait qui est le plus grand, c'est-à-dire E1 moins le E2. Donc, en d'autres termes, notre EK, on peut encore dire que c'est E1, ceci, c'est-à-dire 8 K, Q sur la distance ci au carré, moins, on va ranger, mettre racine de 5 en haut, sur la distance 5 multiplié par EK qu'on a trouvé, c'était 1 cinquième de ceci, donc 1 cinquième de K, Q sur AB le tout au carré. Donc, si on arrange ça, ça va nous faire quelque chose comme 8 moins, donc ceci va nous faire 2 racines de 5 sur 25 fois l'inverse de ceci, donc fois 4. Le tout multiplié par K, Q sur la distance A au carré. Donc, on peut tout simplement culturer en disant que notre EK, ça sera tout simplement égal à 8 facteur de 1 moins racine de 5 sur 25, le tout K, Q, le A carré. Donc, on a toutes les valeurs, on peut facilement faire notre annotation. Alors maintenant, passons à la deuxième partie de notre exercice. En 2, il est question de l'accélérateur des particules pour 2 points. Donc, on nous dit un objet de masse M et de charge Q ancre en haut avec une vitesse verticale de module V0. Donc, ça ancre au point O avec une vitesse verticale de module V0 dans une région où règne un champ électrique uniforme d'intensité égale à 2 newtons par coulomb. Donc, ici, on a un champ. Qu'est-ce qu'on sait déjà? Je sais que si on veut représenter le champ se déplace toujours de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, ici, si on est dans un champ, en fait, si on est dans une région où règne un champ électrique, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura également une force électrique. Maintenant, je regarde. On a vu que la charge est négative. Ça veut dire que si je veux représenter ma force serait tout simplement dirigée vers le haut. Et bien sûr, elle doit se déplacer, elle est en train de monter. Donc, voici notre force électrique. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a une possibilité qu'il existe sur le poids. Donc, le poids, si on a notre objet, notre charge ici, on dira en fait que le poids est dirigé vers le bas. Mais maintenant, ici, il faut remarquer, premièrement, qu'ils n'ont pas parlé du poids. Donc, ils n'ont pas parlé du poids et ensuite, et en plus de ça, on ne nous a pas donné en fait G. C'est-à-dire que si je voulais calculer le poids, c'est quoi? C'est égal à mg. Donc, ils n'ont pas parlé du poids, ils ne nous ont pas donné G. Donc, c'est qu'on va dire, de prime abord, on va dire que, supposons que on néglige le poids. Donc, on va dire qu'on néglige le poids. Donc, ici, là, on néglige le poids. Donc, si je néglige le poids, ça veut dire que la seule force qui va nous rester, en fait, ça sera la force électrique. Donc, c'est important de préciser le poids.
Ok, maintenant pour la première question, on nous dit appliquer le théorème du centre d'inertie à l'objet puis déterminer son accélération dans cette région pour un point. Donc j'applique quoi? J'applique le théorème du centre d'inertie. Or, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que première des choses, pour appliquer le théorème, il faut préciser. J'étudie le système. Donc le système qu'on étudie ici, c'est tout simplement l'objet. Donc on a dit un objet pénètre à quelque part. Dans le système, c'est l'objet, le référentiel. Donc, on a notre système objet référentiel gaïen, la force, on a négligé au poids de nous, c'est la force électrique. Maintenant, d'après le TC, on dit que la somme des forces extérieures appliquées est tout simplement égale à la masse. Donc, la masse de notre corps multipliée par son accélération. Étant donné qu'il se déplace dans ce sens, donc on a négligé le poids, il n'y a plus le poids. Étant donné donc qu'il est en train de monter, vous devez définir par exemple, dire quoi? C'est dire par exemple que je vais dire je prends quelque chose comme ceci. Je suppose qu'en fait, on étudie dans ce repère, si voici mon point I, voici mon vecteur ici. Donc, on va dire que dans le repère O, I, J, c'est-à-dire quoi, juste le repère O et J. Le vecteur force électrique suivant l'axe des abscisses n'existe pas, suivant l'axe des ordonnées pas dans la bonne direction, c'est-à-dire tout simplement que ça sera la force électrique est égale à la masse de l'objet fois le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc maintenant, ceci, suivant l'axe des abscisses, non, c'est comme ça qu'il se déplace verticalement. Donc, on va tout simplement dire cela que m fois l'accélération. Ce qui fait donc qu'on aura notre force électrique qui sera égale à m fois l'accélération. Donc, on va tout simplement dire que notre accélération, on peut tirer, ça s'égale donc à, voilà, celui de Q fois le champ. Donc, fois, pardon, le champ électrique sur la masse de notre corps. Donc, on va dire que là, c'est tout simplement l'accélération de notre accélération en fait qu'on cherche. Donc, si je fais l'application numérique, ça reviendra tout simplement à dire que l'accélération, c'est en fait c'est ici 0,02. Il peut dire 2 fois 10 exposant moins 2. Donc, 0,02 multiplié par le champ qu'on a dit 20 en haut, 20 sur la distance, sur la masse qui est 10 grammes. Donc, 10 fois 10 exposant moins 3. Ça, là, ça fait 10 exposant moins 2. Donc, celui-ci s'en va avec celui-ci. On va tout simplement conclure que notre accélération est égale à 40 mètres seconde moins 2. Donc, c'est l'accélération qu'on cherche pour la première question. Maintenant, pour la seconde question, on demande de déterminer le temps qu'il faut à cet objet pour sortir de cette région pour un point. Donc, pour la deuxième question, je cherche le temps qu'il faut pour sortir pour un point. Alors, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que si je veux le temps, je dois avoir l'équation horaire de l'objet. Comme j'ai déjà l'accélération, je sais que j'ai la vitesse initiale. C'est dit de façon générale son équation horaire. Si on dit que x c'est la distance parcourue, en fonction du temps, ça serait quoi? La formule, c'est 1 demi de at carré plus sa vitesse initiale v de t plus la position initiale. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais tout simplement que accélération, c'est 40. On a trouvé vitesse initiale, ça sera tout simplement ce qu'on a dit, 10 mètres par seconde. Et bien sûr, x0. Donc, pas sur le principe que dans ce repère, s'il commence à la position O, donc son x0, c'est 0. Donc, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que cette équation, en fonction du temps, ça sera 1 demi fois 40, 1 demi fois 40, t carré, plus 10t plus égal à, très bien. Maintenant, on dit quoi? Le champ électrique règne sur une hauteur h. On veut déterminer le temps pour sortir de cette région. Or, on nous dit ici tout simplement que cette région a une hauteur qui est h, donc 5 mètres. Ce qui vient dire que la distance donc qui va parcourir, ça sera la hauteur h. Donc, ça revient tout simplement à résoudre l'équation 20t carré plus 10t égale à quoi? La hauteur h5. Donc, c'est encore résoudre l'équation. On va dire si on simplifie partout par 5t carré plus 2t et on fait traverser, on a ceci. Donc, le discriminant c'est b carré
4 moins 4 AC. Donc ici, j'ai 4 plus 16, ce qui va faire que le discriminant, c'est 20. Donc ici, le temps qu'on cherche, c'est tout simplement la valeur de t qui est positive. Donc, comme on a déjà moins 2, on ne va pas prendre discriminant moins, on va plutôt prendre plus. Donc, ça, là, c'est encore dire racine de 5 au carré. Donc, sur 2 fois 1. Donc, pour dire que le temps que je cherche, ça serait tout simplement égal à moins 1 plus racine de 5 sur le 4, bien sûr, en seconde. Donc, vous faites juste l'application numérique de cette expression-ci.